En 1580, à quelques encablures où croisent ces très belles pirogues de mer, les Portugais débarquèrent pour répondre à l'invitation de deux individus gesticulant sur la plage en faisant des signaux de présence avec leurs pagnes. Il s'agissait de Pathé le métayer du roi passé et de Zoumbé, employé à la ferme. Quelque temps après, se forma une cohorte lourdement armée pénétrant les lagunes de Ouidah pour se rendre à Saré, capitale du royaume des Quédas, distante de 9 km du littoral. Les premiers Européens, en particulier les Portugais, venaient de découvrir Ouidah, dénommée l'Écoué. En 1669, le 1er novembre, Sieur d'Elbé arriva à Ouidah sur ordre de Colbert et Louis XIV, qui venaient de créer la Compagnie des Indes. Il se rendit à Saré, rencontrer le 4e roi des Quédas, le roi Ayowa, avec lequel il passa et signa un traité commercial. D'Elbé fit commencer la construction du fort français après la signature du traité. La construction du fort fut achevée en février 1671. Le premier commandant du fort français fut le sieur Dubourg. Alors, bienvenue à Ouidah, une ville historique et touristique qui a eu sa restauration lors du festival Ouidah 92. Moi, on m'appelle Seglono Rémi, guide animateur des musées et des sites de mémoire. Je suis bilingue, parlant français et anglais. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Ouidah. Ouidah était la ferme qu'on appelait en temps et communément dans notre langue gloué. Et le royaume même était à Savi, en temps appelé Saré. Donc ce royaume a été conquis par le roi Gadja d'Abomey et il a annexé Ouidah à Savi. Donc aujourd'hui, cela est appelé Ouidah, alors que en temps, c'était le peuple Quéda qui vivait ici et qui travaillait, vivait de la chasse, de l'élevage, de la pêche, etc. La forêt sacrée nous relate l'histoire du fondateur de la ville de Ouidah qui n'est pas mort et puis enterré. Et il s'est métamorphosé en un arbre. Et cet arbre-là étant le principal arbre sacré qui a donné à cette forêt son caractère sacré. Et une partie de cette forêt a été utilisée comme un musée à ciel ouvert, balisé de statues qui relatent l'histoire de notre patrimoine culturel. Mais avant, cette forêt était gardée et fermée à tout profane. Si on peut y accéder, c'est grâce à ce festival. Et cette forêt regorge beaucoup. Du côté médical, je vais parler de notre médecine traditionnelle où les grands prêtres vaudous ont la connaissance de ces plantes pour pouvoir faire de la phytothérapie, où je reviens encore sur la médecine traditionnelle. Et ils peuvent guérir beaucoup de gens à travers l'utilisation ou avec la vertu des plantes. Et même protéger les gens avec ça, vous donner même la chance. Ça a même un couvent où on initie les adeptes de vaudou. Voilà. Aujourd'hui, la ville a été rénovée, où je parle de la ville par rapport aux sites, ont été rénovés par le président de la République, président Talon, qu'on remercie d'ailleurs. Donc c'est un lieu à caractère touristique et on invite tout le monde de venir dans cette ville pour découvrir le patrimoine qui s'y trouve.
La physionomie du temple des Pitons à Ouida a énormément changé en l'espace de 150 ans. Autrefois, une forêt très dense l'entourait. La superficie était de 5 hectares environ. Elle s'étendait du fort anglais, le fort William, pour atteindre les abords du fort français, le fort Saint-Louis de Grégory, et allant jusqu'à Lagor, l'administration royale du Dahomey, dans le quartier de Fons-Ramé. Donc Bénon-Deilly, dont le règne est situé entre 1877 et 1918, racontait à sa descendance que le temple des Pitons était placé au cœur de la forêt, avec un mur d'enceinte en terre de bar et 4 cases couvertes de paille. Une case était réservée aux Pitons, comme c'est le cas encore actuellement. À Ouida, le Piton est sacré. Il symbolise la sagesse et la douceur. Sa venue à l'intérieur d'une maison est toujours bien accueillie. Sa présence apporte la vie, la santé et le bien-être. Le Dangbé est également un réceptacle enfermant 7 âmes en voie de réincarnation. Malheur à celui qui voudrait lui faire du mal. Le temple de Piton est une attraction majeure du tourisme à Ouida. La basilique de Ouida, Immaculée Conception, est de style néo-gothique. La première pierre a été posée le 30 août 1903. La première messe a été célébrée le 9 mai 1909. Le terrain sur lequel a été construite la basilique a été gracieusement offert par la chefferie de Dangbekwe, ainsi que la mission et l'école Notre-Dame des Apôtres. Les travaux qui durèrent presque 6 années ne sont pas uniquement menés par les chrétiens, mais par les Vodunsi de l'ensemble des principales chefferies vaudou de Ouida, et désireux d'aider leurs parents, amis ou voisins, quand bien même seraient-ils d'une autre religion que la leur. Cette aide précieuse a permis d'entrevoir et d'accepter l'immense tolérance de la tradition primordiale vaudou. Vers la fin du XVIe siècle, jusqu'au milieu du XIXe, des arrivées massives de groupes d'hommes et de femmes sont venus à Ouida pour se mettre sous la protection des Européens en se mettant à leur service. Ils rapportèrent avec eux leurs us et leurs coutumes, continuant ainsi à entretenir leur vaudou et croyances anciennes. C'est la raison pour laquelle l'ensemble du panthéon vaudou y est bien implanté. Le vaudou est partout, présent à Ouida, occupant même l'espace public pour les cérémonies de purification de la ville. Les grandes cérémonies processionnelles, comme la Gozindida ou la To'i, attirent des milliers de gens agglutinés sur le parcours. De plus en plus d'étrangers viennent également d'Europe ou du continent américain assister à ces grandes processions. Le vaudou puise sa force des éléments fondamentaux de la vie, l'air, le feu, l'eau et la terre, certifiant par là que le vaudou fait corps avec les grandes traditions primordiales de notre planète, au même titre que les aborigènes, les chamans du nord de l'Amérique ou de Sibérie, de l'église celtique, du soufisme, du bouddhisme tibétain, des hindouistes balinais et bien d'autres encore. Aujourd'hui, en ce début de 3e millénaire, le genre humain s'inscrit de plus en plus dans une démarche plus spirituelle, allant même vers les grandes traditions primordiales. Le partage, la tolérance et l'échange deviennent des valeurs appréciées et incontournables par la jeunesse d'aujourd'hui en quête de vérité. John Henry Smith a été maire de la ville de Pritchard, dans l'État de l'Alabama, au cours des années 1980. Son histoire est particulièrement liée à l'histoire du Clotida, un navire négrier qui appareilla de Ouida en 1860 pour se rendre dans l'État de l'Alabama, bordant le golfe du Mexique.
John Henry Smith, était le descendant de Cudjoe Lewis, esclave embarqué à bord du Clotida. Cudjoe Lewis et d'autres esclaves de l'État d'Alabama ont fondé la communauté de l'Africatown dans la ville de Mobile, où John Smith a vécu. John Henry Smith a joué un rôle essentiel dans la préservation de l'histoire du Clotida et de la lutte pour les droits des descendants et survivants de la traite négrière et de l'esclavage. Il a fondé le CCRI, Conseil de réconciliation, de vérité et de réparation. John Henry Smith est décédé en 2006. Ses cendres ont été placées dans l'ancien tribunal colonial de Ouidah, en présence de ses enfants et de la classe politico-administrative de la ville de Ouidah et du département, en juillet 2008. Il repose aujourd'hui dans l'ancien tribunal, dont la fonction d'aujourd'hui est d'être une salle d'exposition d'œuvres d'art du Centre culturel et de rencontres internationales CCRI. La porte du non-retour à Ouidah commémore la déportation de plusieurs millions de captifs en direction des terres américaines pour être réduits à l'état d'esclaves. La traite transatlantique. Construite sur le domaine maritime, le terrain a été béni au début septembre 1994 par Dagbo Hunon Huna, le chef suprême du Vaudou, chef de la mer, le 10e chef de la dynastie des Hunon. L'inauguration de la porte du non-retour a eu lieu le 2 décembre 1995. La porte du non-retour exerce une forte attraction humaine, baignée par une incommensurable émotion. Ouidah, ville au charme suranné, ville de la mémoire gruyère, ville couchée debout, agitée par le vent des réminiscences. Mettez tous vos sens en l'air pour dire avec moi que la traite négrière, déportation, dépouillement, dépossession est un crime contre l'humanité, commis par l'acheteur et le vendeur.